Ce truc, hein. C'est vraiment, une fois qu'elle est lancée, ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Hein. Une vraie peur, sincère. Ouais, une vraie peur, ouais. En train, on est en 2 heures, 2h30. Lui, il n'a pas peur, il a confiance. Et son champion, c'est Jacques Chirac. Direction Lyon pour un grand meeting. Anthony a fait toute la campagne depuis le début. C'est un adhérent du RPR. Anthony est étudiant en économie. Il est accompagné par son ami Hubert, lui aussi est adhérent. Anthony est un accro de la politique. Très très bon livre que je conseille à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est très très bien fait. Ça nous dévoile, on en apprend un peu plus sur la vie privée, on va dire, du couple présidentiel. C'est très très bien. Ça aussi, je le conseille. Pourquoi? Parce que c'est assez marrant à lire, quoi. C'est assez marrant à lire, quoi. Il y a pas mal, c'est démagogique un peu. Même dans le train, Anthony fait campagne. Vous êtes de quoi, madame? Vous avez voté pour notre Premier ministre? Je le trouve bien indiscret. Ah oui, mais je suis très indiscret comme garçon. Je suis un peu atterrée par les deux candidats en lice. Hein. Par le fait que... Le deuxième candidat? Oui, tout à fait. Enfin, moi, le deuxième, pas les deux. Moi, je ne suis pas atterré par la présence de Jacques Chirac. Eh bien, moi non plus. Je suis surtout atterrée par la présence de l'autre, c'est sûr. Ah, alors c'est vraiment la main, madame. On est d'accord sur la chose. Très très bien. À 22 ans, Anthony a déjà 5 ans de militantisme. Il a adhéré au RPR et ce fut une succession d'échecs. 97, arrivée de la gauche au pouvoir. En 2001, je me suis lancé dans la campagne pour les municipales à Paris, que l'on a également perdu. Et bon, voilà, quoi, je persévère. Et là, en 2002, je me suis lancé dans la campagne présidentielle en soutenant Jacques Chirac. Et j'espère de tout cœur que le soir du 5 mai, on sera tous à faire la fête dehors. Il était contre Jospin. Bonjour. Voilà. Résolument anti-Le Pen. Mais surtout et avant tout, c'est un fan de Chirac. Tu espères le voir ce soir? Ah bah oui. Ah oui, j'espère le voir, bien sûr, oui. Il faut lui donner une bonne poignée de main. Une poignée de main bien ferme. Serrer la main de Chirac ce soir, c'est son rêve. Après le choc du premier tour, les militants se sont remobilisés, 7000 personnes. La fièvre est montée d'un cran. T'as vu, il y a une bonne ambiance aujourd'hui, comme dans tous les meetings. L'ambiance, la chaleur, la tension, la pression. Là, allez, on va dire dans 5 minutes, le président va arriver. Ça va se bousculer un peu de partout. C'est ça qui est bon, quoi. C'est ça qui est bon, quoi. Tu vas voir, regarde bien, dans 5 minutes, tu vas voir c'est l'apothéose. Anthony a trouvé une bonne place dans la travée par laquelle va passer Jacques Chirac. Arrivera-t-il à lui serrer la main? C'est rapide, mais c'est gagné. Il a même serré la main de Bernadette Chirac. Mais Anthony va faire encore mieux. Il monte à la tribune avec un groupe de jeunes et se retrouve juste à droite de Chirac. On est confiant, M. Chirac. Grâce à vous, on va gagner. La France ira mieux. Moment de grâce pour Anthony. Il est à côté de son idole et il a même réussi à poser sa main sur l'épaule de Jacques Chirac. Les meetings, c'est sympa. Il y a Chirac, mais il y a aussi des rencontres intéressantes. Il a repéré cette jeune fille blonde. C'est pour ça qu'il s'attarde à la tribune. Elle s'appelle Émilie. C'est sa première rencontre avec le président, c'est un peu normal, elle est un peu émue, quoi. Voilà, ma première rencontre, donc tout la même année. Vous imaginez le bonheur, son premier vote, voter Jacques Chirac. C'est vraiment unique, quoi. Même moi, militant actif, mon premier vote, j'ai pas pu voter Jacques Chirac. Elle vient juste d'avoir 18 ans et son premier vote a été de voter Jacques Chirac. Ça, c'est bien, ça. Bravo. Bravo, Émilie. Fier de toi. Ouais, on fait des rencontres, ouais. On fait des rencontres, mais bon, très brèves, malheureusement. On n'a pas trop le temps de sympathiser, ça va très très vite. Et là, c'est qui? Bah là, c'était une jolie blonde, quoi. Mais bon, je l'ai perdue, quoi. Dans la match, je l'ai perdue, malheureusement. Je suis en train de la chercher, mais bon, trop tard.
Faut être rapide là. Dans ces moments-là, faut être très très rapide. Sinon, t'as vite fait 4 passes sous le nez, quoi. Aïe, aïe, aïe. Mon meeting est gâché. Perdu de vue, il rentre seul. Chirac, même sur les murs de sa chambre d'étudiant à Paris, Romain, 15 ans, découvre les exploits de son grand frère. Dis-moi si tu reconnais personne sur la photo de droite. Ah, si t'es là, Alors, avec Jacques Chirac, qu'est-ce que tu penses? bah ça va, t'as une belle tête. Pour moi, c'est important quand même, quoi. Pourquoi? C'est un aboutissement, quoi. C'est être aux côtés de quelqu'un que tu soutiens, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un pour qui tu combats. Ouais. Maintenant, je suis assez fier de cette photo. Ouais, j'en suis fier, ouais. Sous ses airs de groupie, Anthony mène un vrai combat politique. Le lendemain, il est dans la rue. N'oubliez pas d'aller voter le 5 mai. Et c'est pas tout le temps facile. Merci, votez utile, votez Chirac le 5 mai. Alors, vous votez FN? Bravo. Monsieur, n'hésitez pas une seconde. Le 5 mai, vous allez aux urnes et vous votez? Vous votez? Mais je voterai naturellement, je pense que je voterai pour Chirac, pour Vous votez Chirac? la République. Monsieur, on est tout à fait d'accord. Qu'est-ce que tu as en commun avec ce monsieur? Le monsieur Chirac? Non, avec le monsieur que tu viens de voir. On a le même combat. On a le même combat pour la République. Et vous vous retrouvez sur quelle valeur? La République, la tolérance, c'est des notions très fortes. Monsieur, votez Chirac. Votez Chirac. Non, il ne faut pas dire ça. Lisez un peu le programme, vous verrez, il y a des bonnes choses. Voir la démocratie défendue par M. Chirac me fait quand même un peu mal au cœur. Ah, d'accord. Ok. Donc, Et sachez qu'il y a pas mal de Français qui vont voter par désespoir de cause pour M. Chirac. Ouais, mais... Parce que la campagne de M. Chirac a fait la campagne de M. Le Pen. L'insécurité, 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 l'insécurité. C'est une honte. À cause de qui l'insécurité? La peur. À cause de 50 socialisme. Vous jouez sur la peur. Non. Vous jouez sur les sentiments les plus bas des hommes. Alors effectivement, aujourd'hui, on va voter Chirac. Parce qu'on n'a pas d'autre solution. Mais c'est une... Je le fais, mais je ne pourrais pas faire autrement. Et... Entre la peste et le choléra soigne la peste de ça, vous l'avez déjà dit. Vous défendez quelqu'un qui est indéfendable. Je ne peux pas. Ce qui est terrible, c'est que je vais être obligé de voter pour quelqu'un que je ne respecte même pas. Non, on est en démocratie, vous votez ce que vous voulez. Mais bon, votez pour le mieux, c'est vrai, votez Chirac, votez utile. Non, je sais pas, je vote pour le mieux. Je vote pour le moins pire. Bon, bravo. C'est déjà ça. Et sachez bien que dimanche soir, n'oubliez pas que ça sera le président de la République le plus mal élu que la France aura connu, même avec un... Oui, mais c'est le président que les Français auront désigné, monsieur. Parce que nous sommes en démocratie. Le plus mal élu. Mais il n'aura aucun pouvoir. Mais élu par les Français, monsieur, auquel vous appartenez. Faut pas se laisser marcher sur les pieds par un vieux grognard. On retourne au QG, messieurs, et votez Chirac. Votez Chirac, c'est voter Eutel. Bon. Pascal Perrineau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Parlons du vote des jeunes. Donc, est-ce que c'est vrai, comme on le dit dans ce sujet, l'un des partisans de Le Pen le dit, ou Le Pen lui-même d'ailleurs, à la tribune devant des jeunes, qu'il occupe la première place chez les jeunes? Alors, il y avait beaucoup de candidats. Le vote des jeunes, bien sûr, est éclaté comme dans toutes les autres tranches d'âge. Mais oui, Jean-Marie Le Pen est le candidat qui est arrivé en tête dans la jeunesse. C'est-à-dire, selon les enquêtes, on estime entre 17, aux alentours de 17-18% des jeunes qui ont choisi Jean-Marie Le Pen. Par exemple, il faut savoir que Jean-Marie Le Pen a rassemblé plus de suffrages de jeunes que les 3 candidats d'extrême gauche. Donc on voit bien qu'il y a une jeunesse. Alors il faut voir quels sont ces jeunes. C'est certainement pas d'ailleurs les jeunes que l'on voit dans le reportage, puisqu'il s'agit de jeunes militants. Les jeunes électeurs, en effet, qui votent en faveur de Jean-Marie Le Pen ont un profil tout à fait particulier. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ce sont beaucoup d'abord des jeunes hommes. Des jeunes hommes de faible niveau d'études, en général, très touchés par le chômage. Et vous savez qu'en France, quand on a 18-20 ans et que l'on n'a pas fait beaucoup d'études, le chômage est très souvent votre avenir. Et on voit bien comment, sur ce terrain d'une jeunesse quelque peu sinistrée, Jean-Marie Le Pen et son discours qui présente sans cesse toute une série de boucs émissaires rencontrent un véritable écho. Parce que ce sont des jeunes, si vous voulez, qui n'ont pas d'identité sociale très souvent au travers du travail, les jeunes qui votent pour Le Pen. Parce que j'imagine que chez eux, l'insécurité a moins de prise. Est-ce que le débat ou le discours sur l'anti-mondialisation a davantage de prise? Alors, il y a une palette, comme toujours, de motivations qui pousse ces jeunes à voter Le Pen. Il y a bien sûr, comme chez leurs aînés, la question de l'immigration, la question de l'insécurité, mais il y a aussi
en effet, ce discours de l'antimondialisation qui est relayé par l'extrême droite, mais bien au-delà. L'extrême gauche aussi, bien sûr. Les écologistes, depuis 5-7 ans, beaucoup de mobilisations dans la jeunesse, d'ailleurs, se sont faites en désignant toute une série de boucs émissaires, la mondialisation, l'anti-américanisme, etc. Et il faut savoir que Le Pen prospère aussi sur ce terrain. Alors, vous savez qu'on a fait un sondage Sofres M6 sur les 18-25 ans. À la question que vous allez voir apparaître sur votre écran, Le Pen et le Front National sont-ils un danger pour la démocratie? Ils représentent un danger pour la démocratie pour 88% d'entre eux. Ils ne représentent pas un danger pour la démocratie, 10%, sans opinion, 2%. C'est du déclaratif, bien évidemment. Bien sûr. Parce qu'en même temps, peut-être un commentaire. Oui, là, on est, si vous voulez, dans les opinions. Il faut savoir, quand on glisse son bulletin dans l'urne, on a peut-être des pourcentages et un équilibre qui n'est pas tout à fait représentatif de ce que l'on mesure dans un sondage d'opinion. Alors, il y a aussi une autre question qu'on va voir apparaître sur notre écran. Le Pen et le Front National ont un impact positif sur la politique en France, car ils obligent le reste de la classe politique à se remettre en question, pour 42% d'entre eux. Effet négatif, 55%, car les solutions qu'ils proposent sont simplistes et démagogiques. C'est intéressant, effet négatif, 55%, donc majorité. Mais en même temps, on voit bien que dans l'électorat jeune, ils ne sont pas fâchés finalement que le pénisme bouscule un peu les institutions, les partis politiques traditionnels. Et là, on est au cœur du vote Le Pen. C'est-à-dire, on est au cœur du vote protestataire. C'est-à-dire que toute une série de jeunes, certainement, utilisent le vote Le Pen, comme dans d'autres tranches d'âge et dans d'autres milieux, pour pousser un coup de gueule. Ils ne croient pas du tout que Le Pen serait capable d'être un bon président de la République. Ils savent très bien que Le Pen n'a aucune alliance pour gouverner autour de lui, mais d'une certaine manière, Le Pen sert de porte-voix à une série de frustrations, d'inquiétudes, de peurs, d'angoisses et de rejets en tout genre. C'est véritablement le cœur même du vote protestataire. Alors on voit des jeunes qui votent Le Pen, d'autres qui manifestent dans la rue contre Le Pen. Est-ce que c'est la bonne méthode à employer pour les anti-Le Pen, entre guillemets, pour les rallier au suffrage républicain? Alors, on voit bien qu'il est assez légitime que les jeunes Français, ces jeunes étudiants que l'on voyait tout à l'heure dans le reportage, ces jeunes lycéens, aient réagi. La France est tout de même un des seuls pays de l'Union européenne dans lequel l'extrême droite est à un tel niveau. Mais on peut se poser légitimement la question de savoir si un entre-deux tours entièrement ponctué par des mobilisations est le meilleur moyen de faire chuter le vote en faveur du Front National. Ça n'est pas du tout évident. On a vu dans le passé qu'il y avait des effets pervers à cette stratégie qui est une vraie stratégie de diabolisation du Front National. Il faut savoir que tous ces jeunes, quelle que soit en effet la générosité qu'il y a derrière, ils tiennent un discours qui les rassure eux, mais est-il entendu par les électeurs qui hésitent éventuellement aujourd'hui à voter Le Pen, et normalement le discours est destiné à les empêcher de passer à l'acte du vote Le Pen. Ça pourrait les pousser à revoter Le Pen au second tour. Il faut faire attention à ces effets où, à force d'être désigné du doigt, accusé de tous les maux, eh bien on retourne le stigmate et puis on se dit, tiens, dans un souci de provoquer, et Dieu sait si dans le vote Le Pen on le voit bien, la provocation est importante, dans un souci de provoquer, eh bien éventuellement on va glisser un vote Le Pen. D'où l'importance des manifestations des prochains jours, il faut qu'elles se tiennent dans un climat serein. Ah, certainement, parce que si les manifestations dégénèrent, que l'on assiste à la fin à des queues de manifestations dans lesquelles la violence et donc l'image de l'insécurité revient au premier plan, l'effet sera véritablement un effet pervers. Merci Pascal Perrineau, vous restez avec nous. Jean-Marie Le Pen a recueilli 4 800 000 voix au premier tour, toutes classes d'âge confondues. Elles ont voté toutes à part égale pour Jean-Marie Le Pen, en minorité bien entendu. Un électorat qui a progressé au fil des années, vous allez le voir sur cette palette. Il passe de 14,61% en 88 à 15,27% en 95 et à 16,86% en 2002, donc le vote Le Pen lors du premier tour de la présidentielle dimanche dernier. Si par le passé cet électorat se recrutait plutôt chez les personnes âgées, eh bien il se répartit sur toutes les catégories d'âge. Un jeune sur 5 ayant voté dimanche dernier a voté Jean-Marie Le Pen, on l'a rappelé tout à l'heure. Qui sont ces nouveaux électeurs? Leurs adversaires les voient parfois comme des nostalgiques d'un ordre ancien. Ce n'est pas si simple en fait. Ils sont souvent tout simplement le produit de l'exclusion, comme vous le disiez à l'instant. Calais, 80 000 habitants, c'est là que nous avons campé nos caméras. C'est un bastion communiste depuis 1971. L'an dernier, le maire PC a été réélu avec 53% des voix. Eh bien, nous sommes allés à la rencontre de militants ou de jeunes électeurs de Jean-Marie Le Pen. C'est un reportage de Christophe Brûlé. Sur ce terrain de football de Fort-Niolet, une cité de la périphérie de Calais, l'équipe du quartier s'entraîne. Certains des joueurs ont voté pour le Front National.
Vincent a 26 ans, il est agent municipal. Qu'est-ce que vous lui demandez à Le Pen? Ce qu'on lui demande à Le Pen, que déjà nous, en France, qu'on a déjà un petit peu plus de droits que les étrangers. Que, moi je voudrais bien, mais c'est Chirac, hein, que déjà qui s'occupent déjà des SDF français, des familles, parce qu'il doit y avoir des familles en France qui sont dehors, qui s'occupent déjà d'eux avant. Des sans logement, déjà eux. Après, les étrangers après. Mais Jospin, il a promis des logements pour tous les gens qui n'ont pas de logement. Enfin, ça fait combien de temps qu'il promet ça? Et si, regardez, il doit y avoir des logements. Vous les voyez ici? Les logements. Vous allez là-bas, vous avez des terrains vagues. Il n'y a pas de logement. Là-bas, regardez. Il y a de la place pour faire des logements ici pour des personnes. Moi, je pense que les hommes politiques là-bas à Paris, ils sont fous carrément. Eux, c'est vrai, c'est de l'argent. Le ras-le-bol. Une protestation confuse, mais forte. Faut changer la politique. C'est tout, faut changer. C'est rien que pour ça, les gens, ils votent, c'est tout, parce que nos mères. 18,5% pour le Front National, et si l'on ajoute les votes en faveur de Bruno Maigret, cela fait près de 21% pour l'extrême droite, soit 7 points de plus qu'aux dernières présidentielles. C'est le choc à Calais, surtout qu'ici, depuis 30 ans, la municipalité est gérée par le PC. Le maire communiste a son explication. On a ce vote de désespoir d'un certain nombre de citoyens qui ne comprennent plus rien, qui ont le sentiment d'avoir été trahis, à qui on a promis un certain nombre de choses et qui n'ont rien enregistré. Je peux comprendre, je peux comprendre. Vincent a grandi dans ce quartier. Il a jusqu'à présent toujours voté à gauche. Tu as voté pour qui au municipal? Municipal, monsieur le maire. T'as voté communiste? Et là, tu votes Front National? Vincent ne vote plus pour une idéologie ou un parti. Il vote pour l'homme qui, selon lui, pourra résoudre ses problèmes. Et les problèmes, il y en a, les mêmes que dans des dizaines de cités françaises. Il y a tout à refaire, c'est. Il y a tout. On peut même plus aller dans les caves. Avant, il y avait des caves pour ranger des affaires. Maintenant, on peut plus y aller parce que c'est tellement... Les jeunes y allaient, puis soit qu'ils mettaient le feu, soit qu'ils droguaient, soit du vol. Regardez. Pas besoin de sonner. Pas besoin de sonner. De toute façon, la porte... Déjà, de quoi, là. Puis il n'y a rien. Puis allez, quand ils rentrent dans les bâtiments, allez, les boîtes à lettres. Il y a une croix gammée au plafond. C'est les jeunes. C'est peut-être, je sais pas, programmé, c'est question de racisme, ça, non? Je pense, non? Je ne sais pas. Pour Vincent, la croix gammée n'évoque pas grand-chose. Mais il n'est pas d'accord avec ceux qui font un rapprochement entre Hitler et Le Pen. C'est des personnes différentes quand même. C'est pas un humour, je pense pas, c'est un éclair. Ce sera un éclair, il se fera tirer dessus. Je pense. Il se fera tirer dessus, Le Pen. Si quoi? Si, mettons, il veut faire pareil que Leclerc. Comment ça s'appelle? Hitler. 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 S'il veut faire pareil, il restera pas longtemps. Mais tu sais qui c'est, Hitler? Ouais, c'est... Vincent a une formation de maçon, mais n'a jamais trouvé d'emploi stable. Il est aujourd'hui en contrat emploi solidarité. C'est la mairie communiste de Calais qui l'emploie pour s'occuper des jardins publics. Il gagne 700 € par mois et est marié et père de 3 enfants. Comme tous les électeurs, Vincent a reçu chez lui les professions de foi des 16 candidats. Il n'a pas ressenti le besoin de les lire. Il est désabusé. Pourquoi faire on croira ces gens-là qui nous promettent ce monde de merveilles, que Le Pen, lui, il dit la vérité. Enfin, je sais pas s'il dit la vérité. Enfin, il dit qu'est-ce qu'il pense. C'est ça, c'est bien. Sur moi, on comprend ce qu'il veut dire. Tu penses que c'est quelqu'un d'honnête? Je crois qu'il n'y a pas une tête. Hein. Pas une tête à quoi? Être honnête, quand même. Non, mais c'est
pour ça, c'est pas parce que j'ai voté Le Pen que je crois en lui. Ah bon? Moi, j'ai voté Le Pen parce que, comment dire, c'est peut-être la seule personne qui va peut-être comprendre nous, peut-être les gens du Nord, qu'on veut pas d'eux, d'abord. Eux là-bas, ce sont les réfugiés du centre d'hébergement de Sangatte, à quelques kilomètres. Un bâtiment administré par la Croix-Rouge qui accueille depuis 4 ans 1200 émigrés albanais, kurdes ou afghans. Tous transitent ici pendant en moyenne 6 semaines avant de gagner l'Angleterre. D'où qu'ils viennent, les Calaisiens les appellent les Kosovars, une présence qui dérange. C'est l'une des raisons les plus souvent évoquées pour voter Front National. Bah, ça doit être par rapport aux Kosovars. Par rapport aux Kosovars. Non, pas vraiment les étrangers. Non, pas vraiment les étrangers, tous les Kosovars, ouais. Plutôt ça. Parce qu'il y a trop de monde qui arrive trop... Ils sont dans les blocs et tout, hein. Ouais, voilà. Ici, hein. Sûrement par rapport à ça. Ouais, par rapport à ça que les gens... Ouais, c'est clair. Ils ont dû faire une pétition par rapport aux HLM pour les faire partir au-delà. Hein. Parce qu'ils étaient au rez-de-chaussée, ils dormaient ici. Hein. Les gens ont surtout le sentiment d'être les oubliés. Ça se passe à Calais, c'est une petite zone, 200 000 habitants, et personne ne s'occupe de nous. Pourtant, avant d'arriver à Calais, tous ces gens sont passés par l'Allemagne, par l'Italie, par l'Espagne. Que fait l'Europe pour aider le Calaisie? Que fait l'Europe pour aider le gouvernement français à essayer de régler le problème? Que fait l'Europe pour obliger les Anglais à signer les accords de Schengen? Rien, absolument rien. Ça, c'est réel. Le centre de réfugiés de Sangatte, du pain béni pour le Front National, qui n'avait même pas de section à Calais. Pour rebondir sur le succès de Jean-Marie Le Pen au premier tour, des élus frontistes de la banlieue de Lens, à 1 heure de route, ont fait le déplacement pour venir tracter ici. Steve, l'homme à la veste en jean, a abandonné son poste de commercial pour se consacrer à son mandat de conseiller régional FN. Son copain Freddy est chômeur et conseiller municipal d'une petite ville. Encore une voix pour Jean-Marie. Aujourd'hui, ils ont réuni des sympathisants du parti pour les motiver avant le second tour. Mais avant tout, il faut absolument que Jean-Marie Le Pen puisse faire le maximum de voix et pour qu'il puisse être élu dimanche 5 mai président de la République. Nous avons, tout intérêt à nous implanter dans cette ville de Calais, puisque nous pouvons récupérer une bonne partie des gens qui sont déçus du Parti communiste, déçus de la gauche. Donc, autour de la table, un chômeur, un lycéen et une femme au foyer. Entreprise, au sein dans votre entourage, parmi toutes les relations que vous connaissez, il faut faire connaître le véritable Jean-Marie Le Pen. Et quand on dit que Jean-Marie Le Pen est raciste, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'est pas raciste. Il y a un garde du corps qui est noir. Son majordome, il est noir. On l'a vu en télévision, il n'est pas raciste. Il n'est ni raciste, lui, ni xénophobe. Il y a les étrangers dans leur pays. Sur le programme de Jean-Marie Le Pen, ils ne sont pas très au point. Sur la ville de Calais. Quelles sont les mesures qui vous tiennent à cœur dans son programme? Il veut supprimer l'impôt sur le revenu, oui, en 5 ans. Et diminuer aussi l'impôt sur la... L'habitation. Sur la... Vous avez parlé de ça. L'habitation, Ils affichent clairement leurs opinions. À Calais, c'est loin d'être le cas de tous les électeurs de Jean-Marie Le Pen. Dans certains quartiers, plus d'1 électeur sur 4 a voté Le Pen, mais rares sont ceux qui acceptent d'en parler. Pourquoi ici les gens ont voté majoritairement Front National? Les problèmes, on va à la police pour porter plainte parce qu'on vole l'auto et puis 8 jours après ça recommence. Il faut quand même pas exagérer, non? Et vous pensez que les gens ont changé de vote? C'est-à-dire qu'avant ils votaient peut-être à gauche et j'ai puis là, pas dit que ils essayent de... pas de vote. Et le vote c'est secret donc... Excusez-moi. Bon, merci madame. Au revoir. Alors, qui a voté Front National? Le Parti communiste, qui a obtenu 15% aux dernières présidentielles en 1995, n'en recueille plus aujourd'hui que la moitié, 8%. Il faut dire que ce bastion communiste a été particulièrement sinistré l'an dernier. Danone a annoncé la fermeture de l'usine Lu, 246 salariés. Des électeurs communistes déçus qui passent à l'extrême droite, il y en a de plus en plus. C'est le cas de cet homme, ouvrier, il gagne un peu plus du SMIC, il préfère conserver l'anonymat. Alors c'est très simple, ras-le-bol général, de voir tous les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, qui ne travaillent pas. C'est-à-dire que je représente quand même une minorité de bons Français, comme j'appelle,
puisqu'on vote gauche, droite, droite, gauche, hein, et que rien ne se passe. Qu'est-ce que vous aviez voté aux dernières élections municipales? Parti communiste. Pourquoi vous aviez voté pour eux? Parce que je suis collégien et que mes parents votaient communiste. Certainement qu'aux législatives, je voterai communiste. Malheureusement, je ne peux pas mettre 2 bulletins dans l'enveloppe. Hein, je suis ouvrier français. Hein, je me bats pour mon pays, pour pas qu'il y arrive de guerre, pour pas se faire manger. Mais la France, elle devrait penser à ses enfants, avant tout. Et après s'occuper des autres. Parce que de l'argent, on en a en France. On en a beaucoup. Hein, qu'on pense à nous avant, et les autres après. Et c'est tout à fait légitime. Et vous avez peur pour vos enfants, vous? Oui, tout à fait. Ils ont été victimes de violences, vos enfants, déjà? Pour l'instant, non. Verbalement, oui, mais comment on dit physiquement, non. Mais vous craignez que ça arrive? Si on les laisse tout faire, oui. C'est qui, ils? Les étrangers. Les étrangers qui ne veulent pas s'intégrer. Parce qu'on peut, je le répète, on peut vivre tous ensemble très bien dans notre pays. On a tout ce qu'il faut. Mais si on se laisse faire, on sera débordé. Et après, ça sera comme disait la chanson de Michel Sardou. Rigolez pas, mes camarades. La débandade, c'est pour demain. Tous ne votent pas pour les mêmes raisons. Dans cette cité, nous avons rencontré Pascal. Il a toujours voté socialiste jusqu'à dimanche dernier. Ancien ouvrier du BTP, il est au chômage depuis 2 ans. Ce qu'il attend de Jean-Marie Le Pen, c'est de retrouver un emploi. Justement, le FN, à ce point-là, je trouve qu'il a une bonne idée, c'est de essayer, en baissant la fiscalité des entreprises, ça va permettre aux entreprises de peut-être plus avoir envie de partir dans d'autres pays où la fiscalité est moins importante. Parce que les autres aussi, ils ont proposé des mesures pour résoudre les problèmes d'emploi. Vous les croyez? Vous pensez qu'eux, ils ont aussi des bonnes mesures ou juste Jean-Marie Le Pen? C'est-à-dire que les autres, ils ont certains, pas tous, certains ont déjà été au pouvoir et ils avaient déjà proposé des choses, ça pourrait marcher. Mais il ne retient pas tout dans le programme de Jean-Marie Le Pen. Tout le programme ne plaît pas, c'est au niveau de l'immigration, par exemple. Ça, c'est un peu trop dur. Il y a des familles étrangères qui sont en France, ils sont même naturalisées françaises, certaines. Et ils ont toutes leurs racines en France maintenant, leur famille est fondée en France, leurs enfants épousent des Français, d'origine française. Donc on ne peut pas maintenant les séparer. Mais il voudrait que les candidats s'intéressent avant tout à la France. Comment les Français votent par exemple pour Noël Mamère quand vous le voyez défiler pour les Israéliens ou je ne sais plus pour qui, pour la Palestine? C'est quoi ça? En pleine campagne électorale, je trouve que c'est pas le moment. Parce que pour vous, ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas à vous? Je trouve que... Un peu, ouais. Je trouve qu'il faut d'abord s'intéresser... Quand je dis... Attention, je veux dire s'intéresser aux Français. Mais quand je dis les Français, c'est pas les Français d'origine française. Je veux dire les Français en général, tous ceux qui habitent la France. Je vous parle, moi. Je parle de la France entière. Et ce qui se passe à l'étranger, je crois qu'il faut laisser de côté pour le moment. Il faut d'abord penser aux Français. Et là, au second tour, qu'est-ce que vous allez voter? Honnêtement, je ne sais pas encore. Je me tâte. C'est-à-dire? Il y a tellement de gens qui ont peur du programme Le Pen. Je me dis, il faut quand même bien réfléchir, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Retour au terrain de football. Romuald a 18 ans et il a voté pour Jean-Marie Le Pen. Il est étudiant en BTS de comptabilité et voudrait, après ses études, faire carrière dans l'armée. Il ne s'intéresse pas à la politique, mais il en a parlé avec son père. Je dirais d'abord priorité aux Français, quoi. Et arrêter les importations d'étrangers, quoi. Tous les gens, il y en a beaucoup qui se ramènent, je veux dire, il y en a toujours de plus en plus. Il suffit de regarder, on en voit toujours de plus en plus. Même on va au lycée, il n'y a que ça maintenant, il y en a beaucoup. Et même quand on va en discothèque, de toute façon, c'est toujours la même chose. Et je veux dire, moi, mon père, il est, je veux dire, comment dire, videur, quoi. Et c'est ce qu'il me dit que c'est toujours les mêmes qui font les problèmes. C'est pas, en général, il dit qu'on peut dire ce qu'on veut, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes qui reviennent, c'est toujours les mêmes qui font le carpin, c'est toujours les Maghrébins. Romuald connaît la plupart des arguments de campagne du Front National. Il en retient surtout les thèmes de l'immigration et de l'insécurité. Mais parce qu'il vote Le Pen, il craint par-dessus tout d'être traité de raciste. Pour nous convaincre du contraire, Romuald nous a proposé de débattre devant la caméra
avec un de ses amis d'origine étrangère qui tient un restaurant. Ben est français d'origine pakistanaise et il a toujours vécu en France. Il a 28 ans et il a voté Chirac au premier tour. S'il n'y a pas de voix, s'il n'y a personne qui vote pour lui, tout le monde peut se dire bah tout est normal, c'est bon. Mais là, il faut que tout le monde prenne conscience. Là, il y a trop de Kosovars, émigrés, je veux dire, on a trop de... Je suis d'accord avec toi, mais surtout ici, au niveau de Sangatte, c'est vraiment... C'est un site qui est délicat. C'est vrai qu'il faut faire quelque chose, mais je pense pas que le fait que Le Pen soit au pouvoir, ça arrangera les problèmes. Non, mais on n'est pas dans la conscience comme quoi... Confronté au discours de son ami Ben, Romuald pèse les conséquences concrètes de son vote. Une réflexion qu'il mène pour la première fois. Dans l'histoire, si toi tu votes Le Pen, c'est que quelque part tu es de son côté, quoi. Même si c'est pour suivre le mouvement, comme tu dis, quelque part t'es pour lui, je veux dire, t'es dans la même voie que lui. Si Le Pen il dit il faut virer tous les étrangers, je veux dire, t'es d'accord pour ça, quoi. Je veux dire, moi je suis ton ami, je veux dire, je serais dans le même sac. Pourtant, je suis pas un délinquant. Je suis pas un délinquant. Non, ça, j'ai jamais dit que j'étais contre tout. Même la violence, tu vois, Romu, la violence, pourtant, de la violence n'importe où, que ça soit à Calais, que ça soit à Paris, la violence, elle est énorme. T'es d'accord avec moi? Mais là, c'est vrai qu'on a pris une trop grosse ampleur, quoi. Je veux dire, on peut prendre conscience maintenant, quoi. Il faut prendre conscience, parce que, tu sais, c'est pas une fois que ça sera pas à partir de la semaine prochaine, il faudra pas se dire, ah, si j'avais su, quoi. Je veux dire, il sera... Non, mais c'est vrai, ça sera trop tard, tu vois. Romain, pourquoi tu écoutes Ben? Parce que pour moi, il est logique, quoi. Je veux dire, c'est déjà un homme, je veux dire... Plus d'expérience. Ouais, puis je sais que je peux l'écouter, quoi. Je veux dire, il raisonne bien, quoi. Je veux dire, je peux l'écouter. Je sais que je peux l'écouter. T'as déjà eu cette conversation avec Ben avant de voter? Non, jamais. Les seules personnes censées qui nous parlaient, c'était ceux qui étaient pour Le Pen, justement. Ils nous donnaient des bons arguments. On n'a jamais eu de contre-arguments, en fait. Et que là, en fait, on prend conscience, quoi, parce qu'on peut discuter, quoi, justement. Il reste une semaine à Romuald pour prendre sa décision. Robert Rochefort, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du CREDOC. Vous nous direz quels sont les mouvements de l'opinion depuis quelques jours, après le choc du premier tour. Mais d'abord, on voit que finalement, le fil qui relie tous ces électeurs du Front National, notamment à Calais, c'est finalement le rejet des élites. Ils ne s'occupent pas de nous. C'est le slogan général. Oui, enfin, rejet des élites, mais aussi la confrontation entre une situation de terrain et puis une situation vue de Paris complètement différente. Là, Calais, qu'est-ce qui se passe à Calais? On a eu l'affaire Lu, on en a beaucoup parlé. Il y a l'entrée du tunnel sous la Manche. Et puis, il y a une agglomération de taille moyenne. Et en France, il faut savoir qu'actuellement, les agglomérations de taille moyenne inférieure à 100 000 habitants ont vraiment le sentiment qu'elles sont passées à côté de la reprise. Vous savez, le chômage a diminué de 900 000. C'est très, très bien en 5 ans. Mais nous avions un tel taux de chômage qu'il reste aujourd'hui encore beaucoup, beaucoup de chômeurs. Et donc, des situations comme celle de Calais, quand on regarde, il y en a beaucoup à travers la France. On va regarder la carte de la France, si vous voulez bien, puisqu'on a préparé cette carte, le vote Front National en France. On voit bien qu'il y a une fracture est-ouest, me semble-t-il. On va la voir sur cette carte. On va voir apparaître donc les régions qui ont voté Le Pen et qui sont manifestement donc à l'est finalement d'une ligne, Le Havre, Lyon, Perpignan. Enfin, pour le dire autrement, il y a quand même, il y a encore des cultures régionales et il y a en gros la culture de l'Ouest, culture démocrate chrétienne, qui semble avoir résisté, la culture du Sud-Ouest, qui est une culture plus radicale, qui elle aussi semble avoir résisté. D'ailleurs, M. Saint-Josse a fait beaucoup de voix dans le Sud-Ouest, justement. Chasse, pêche et tradition. Comment se fait-il que les élus locaux, ils sont des dizaines de milliers en France, peut-être même des centaines de milliers, comment se fait-il qu'ils n'aient rien vu venir? Non, ils ont vu venir. Il faut savoir que les élus locaux voient les choses sur le terrain et disent beaucoup de choses à Paris, si on peut dire des choses comme ça. Mais ils ne voient qu'un aspect de l'insécurité qui est l'aspect, je dirais, d'insécurité de la vie quotidienne. Or, je crois qu'aujourd'hui, on a tort de dire que l'insécurité est quelque chose d'incantatoire, quelque chose qui a été trop gonflé. Non, en réalité, l'insécurité, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Aujourd'hui, la plupart des Français ont le sentiment que le monde, en général, est angoissant, est inquiétant. Il y a l'insécurité, la peur du racket dans les cours d'école, mais il y a l'insécurité, évidemment, avec le chômage, il y a l'insécurité de la mondialisation, il y a l'insécurité alimentaire, il y a différents types d'insécurité. Et sur le plan local, les élus locaux, les hommes de terrain, peuvent en traiter certaines de ces insécurités, mais pas toutes. Les autres sont évidemment à relayer au niveau national. On va y revenir dans un instant, mais est-ce que c'est un électorat fidèle, dans la mesure où c'est un vote protestataire? Ah, évidemment non. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on a vu dans le reportage et qui est très vrai et qu'on voit dans les enquêtes, c'est que beaucoup de gens qui ont voté Le Pen n'ont pas lu le programme, n'ont pas lu les programmes électoraux, ne se sont même pas tellement intéressés au contenu précis de ce qu'il y avait dedans. Donc c'était vraiment un vote de type réactif avec, moi j'en suis convaincu,
le sentiment au fond d'eux-mêmes que Le Pen ne serait pas au second tour. Enfin, pour l'immense majorité de ceux qui ont voté pour lui. Alors, ce qui se passe ces derniers jours, est-ce que vous avez l'impression que les Français se passionnent à nouveau de la politique en raison de l'enjeu? Bah oui, évidemment, puisque là, il y a quelque chose qui était imprévu. Et vous savez bien que nos sociétés souffrent beaucoup, et peut-être que les médias y contribuent, souffrent beaucoup de l'idée que tout est décidé à l'avance, que c'est plombé, qu'on ne peut plus bouger. Et la campagne, cette fois-ci, a souffert de 2 écueils. Le premier écueil, c'est que la situation semblait très lourde parce que rien ne bougeait. Et la deuxième écueil, c'est que le premier tour était censé avoir été joué avant d'avoir été voté. Et là, depuis quelques jours, alors je dirais, bon, c'est un bénéfice secondaire. Il est probable que ce n'est pas pour autant ce qui aurait été idéal. Mais le bénéfice secondaire, c'est effectivement de remettre probablement les gens en mouvement. Espérons effectivement que ça débouchera sur la possibilité d'aborder sérieusement les problèmes et de faire en sorte qu'après le deuxième tour, ce qu'on a peut-être un peu oublié avant, c'est-à-dire des questions concrètes, hein, la question de la formation pour les jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, la question des retraites, la question des agglomérations de moins de 100 000 habitants, on en parlait, ces questions-là puissent être effectivement traitées pour trouver des solutions qui rassurent et qui mettent les gens en situation d'initiative et de responsabilité. Toutes ces questions qui ont été absentes ou quasi absentes de la campagne électorale. Merci d'avoir été avec nous. Alors on parlait d'insécurité précisément. Ce sentiment d'insécurité prend également ses racines, vous le disiez, dans la précarité de l'emploi, des usines que l'on ferme, des activités que l'on délocalise. Et c'est la mondialisation qui est montrée du doigt, et pas seulement par l'extrême droite. On en parle dans un instant. On regarde d'abord un court extrait d'un reportage de Capital sur l'usine Majorette, une marque autrefois prospère, qui a dû fermer son usine à Rieux-la-Pape pour s'exiler en Thaïlande. Les chaînes de fabrication se sont tues ce matin, car le site de Rieux-la-Pape a perdu encore l'an dernier 5,5 millions d'euros. Ces cubes de métal, ce sont les moules qui servent à façonner la carrosserie des petites voitures. Cela faisait 40 ans qu'ils étaient en service dans la région lyonnaise, mais aujourd'hui, c'est le grand départ pour la Thaïlande. Désormais, les voitures miniatures signées Majorette seront fabriquées à 10 000 km de là. 4 ouvriers de Majorette sont chargés de ce qu'ils appellent le sale boulot. Ça vous fait quoi de les voir partir comme ça, hein? Mal au cœur, parce que c'est toute une vie qui part, hein, pour beaucoup de gens, parce que ça fait 30 ans qu'on travaille ici, moi personnellement 21, et puis tout est fini, quoi. Et voilà, c'est très très dur pour tout le monde. Essayez, mais je pense pas. Le jour se lève sur Navanakorn, banlieue industrielle de Bangkok. Il y a 30 ans, c'était encore un petit village entouré de champs et de rizières. Aujourd'hui, c'est une énorme cité ouvrière où logent les 100 000 employés de la zone industrielle. Il est 7 heures, Aria commence sa journée chez Majorette. Comme elle a 13 ans d'ancienneté, son salaire est un des plus hauts parmi les ouvrières. Elle gagne 175 € par mois contre 140 en moyenne dans l'usine. Pour fabriquer ces petites voitures, il faut beaucoup de main-d'œuvre. De l'atelier de fonderie à celui de peinture, de la chaîne d'assemblage à celle de conditionnement, un véhicule passe entre les mains d'une douzaine d'ouvriers. Mais comme le travail d'un Thaïlandais coûte 12 fois moins cher que celui d'un Français, le prix de revient d'une Majorette est ici d'1,20 € contre 2 € à Rieux-la-Pape. Ces différences de salaire qui permettent à Majorette de faire des économies, les ouvrières comme Aria n'en ont pas conscience. Je ne sais pas combien gagnaient les ouvriers français de Majorette. Ils gagnaient en moyenne 10 fois plus que les ouvriers ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Combien dites-vous? 10 fois plus que nous? C'est beaucoup. Pourquoi gagnaient-ils plus que nous? Il faut dire que face aux revendications de ces salariés, les patrons de Majorette ont un moyen de pression énorme. Ils laissent tout simplement planer la menace de la fermeture du site de Navanakorn. Aujourd'hui, délocaliser une usine, c'est presque aussi simple que de déménager un appartement. Caisse après caisse, le matériel de Rieux-la-Pape commence à arriver à Navanakorn. Dans celle-ci, par exemple, les moules envoyés par les ouvriers français. Dans leur long voyage, la Thaïlande ne pourrait bien être qu'une étape si Francis Coupu n'arrive pas à serrer ses coûts de production. Le fait d'être en Thaïlande n'est pas un contrat de sécurité absolue. La compétitivité doit rester le souci principal. Elle pourrait fermer du jour au lendemain, cette usine? Oh oui, oui. Parce que vous voyez la caisse, là. Je vais sortir des moules qui viennent de Lyon.
Mais si l'actionnaire décide de fermer l'usine, je reprends la caisse, je remets les moules dedans, je remets le couvercle. Et ces moules seront peut-être demain en Chine, en Indonésie, au Vietnam. Et l'équipe qui va les recevoir sera aussi motivée que la mienne et produira dans les 2-3 semaines ces produits qui seront dans un conteneur et le client ne verra pas la différence. Donc la pression, elle est permanente, où que l'on soit. Voilà, c'était un sujet de Capital diffusé en février dernier sur M6. Michel Godet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Je ne sais que vous n'avez pas la langue de bois. Je sais que vous êtes facilement un homme de tempérament. Alors, finalement, vous faites partie des gens qui nous vendent la mondialisation. Alors, on peut dire que vous nous la vendez assez mal, puisqu'il y a beaucoup de Français, certains Français en tout cas, qui perçoivent plus facilement les inconvénients que les avantages de cette mondialisation. Oui, d'ailleurs, Le Pen fait partie d'eux, comme vous l'avez d'ailleurs mentionné tout à l'heure. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de cible. La mondialisation n'est pas coupable. Les emplois ont augmenté de 2 millions en France, comme d'ailleurs dans les autres pays développés à la fin des années 90 et au tournant des années 2000. Et en même temps, on a contesté la mondialisation. Il faudrait compléter le reportage sur les majorettes par le nombre d'Airbus que l'on vend à la Thaïlande. Et l'on sait aujourd'hui que globalement, les échanges de la France vis-à-vis du reste du monde, et notamment des pays en développement, sont créateurs nets d'emplois. Donc ils ne détruisent. Ils créent plus d'emplois qu'ils n'en détruisent. Et je crois qu'on le sait aussi, les pays qui se ferment, on a eu ça dans le passé, le scénario de l'Albanie, eh bien, ces pays-là, ils sont en récession. Donc je crois que la mondialisation n'est pas coupable et malheureusement, certains mouvements anti-mondialisation ont beaucoup trop posé cette question, alors que comme vous le savez, le taux de chômage en Europe, à mondialisation comparable, il varie du simple au triple suivant les pays. Ce qui fait la différence, c'est des conditions internes qui permettent la croissance, c'est le coût du travail et c'est aussi l'incitation à travailler. D'ailleurs, on a fait des progrès en France en ce sens. Alors, vous le disiez, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, on a vendu éventuellement le thème de la sortie de l'euro et du retour au franc. Est-ce possible? Écoutez, on peut toujours sauter d'un train en marche à ses risques et périls. Et la France, de ce point de vue-là, est souveraine. Elle peut décider de reculer alors que les autres avancent. Mais il y a une contradiction. On ne peut pas d'un côté dénoncer l'américanisme et dénoncer la suprématie du dollar en refusant de faire la seule monnaie qui peut éventuellement contrebalancer cette influence beaucoup trop dominante du dollar. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a pas d'hésiter. L'euro est une bonne chose, une bonne nouvelle. D'ailleurs, il a permis à l'Europe, contrairement à ce qui se passait auparavant, d'échapper aux effets de yo-yo du dollar et d'avoir une espèce de dévaluation compétitive simultanée qui n'a pas affecté nos économies, puisque vous savez, 93% de ce qu'on produit en France est consommé en Europe. Et s'il y avait un retour au franc, il y aurait une dévaluation du franc? Écoutez, s'il y avait un retour au franc, on peut aussi imaginer qu'on revienne à la bougie et aux diligences. Il y aurait certainement des dévaluations qui ne seraient pas compétitives, puisqu'en plus, je crois, on veut fermer les frontières. Alors comment expliquez-vous que les artisans, petits commerçants et chefs d'entreprise votent Le Pen pour un tiers d'entre eux? On va voir d'ailleurs un graphique sur lequel on voit dans ces catégories de population de l'électorat ceux qui votent Le Pen et ceux qui votent Chirac. Et on va voir qu'ils votent beaucoup plus Le Pen que Chirac. Voilà, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, 20,5% pour Chirac et 30, et quelques pour Le Pen, 31,9%. Commentaire. Est-ce que c'est une fracture aussi entre deux France? Il y a une chose que je sens au quotidien, parce que je ne suis pas simplement professeur, je suis aussi un acteur de développement local, et une chose que je vois tous les jours, c'est qu'il y a les oubliés de la réduction du temps de travail. Il y a ceux qui ont le sentiment qu'ils doivent travailler plus et payer plus, alors que ce ne sont pas toujours les mieux lotis. Vous savez que les artisans, les commerçants, et dans certaines professions d'hôtellerie, de restauration, de transport, on travaille 2 fois 35 heures parfois par semaine. Ils ont le sentiment donc qu'ils doivent travailler plus pour faire en sorte que ceux qui étaient déjà, je ne dirais pas les privilégiés, mais qui avaient déjà des situations assez avantageuses, travaillent encore moins. Et donc, c'est un peu la France qui rame, qui dit c'est injuste, on ne fait qu'accroître les inégalités. Dans certains cas, il y en a qui ont 11 semaines aujourd'hui dans certaines collectivités territoriales ou des banques et des assurances. Je ne dis pas que c'est mal, je constate que ceux qui ont l'impression qu'ils rament pour eux, cette France qui rame par rapport à la France qui spam ou la France du brame, qui brame, eh bien, elle en a un petit peu assez et elle s'exprime d'une certaine manière par quelque chose. Alors, je crois qu'on sait aussi par ailleurs qu'en France, il y a une productivité par travailleur très élevée, mais ça porte sur beaucoup trop peu de gens, il n'y a pas assez de rameurs et je crois que c'est pas en ramant moins qu'on avance plus vite. Merci beaucoup Michel Godet d'avoir été avec nous. En décembre 1998, les caméras de zone interdite suivaient une compagnie de CRS confrontée aux émeutes déclenchées à Toulouse. Puisqu'on parlait de l'insécurité économique, on va maintenant parler de l'insécurité physique. Dans le quartier du Mirail, donc à Toulouse, il y avait des émeutes après la mort d'un jeune homme au cours d'une interpellation et des échauffourées entre CRS et bande de jeunes dans ces quartiers. Reportage.
L'actualité ce jour-là, ce sont les émeutes dans les banlieues de Toulouse, après la mort d'un jeune au cours d'une interpellation par la police urbaine. Demain, ça peut être ma compagnie, enfin la compagnie qui sera engagée sur le terrain. Ça fait de plus en plus partie du quotidien, du vécu, quoi. Bon, il y a le feu dans une cité, les collègues CRS interviennent, bon, c'est un peu les pompiers du social. Les pompiers du social, 5 compagnies, pas moins de 500 hommes qui débarquent face aux jeunes du quartier. Faites passer les bouquets en protection le long de la grille. Les jeunes sont massés au bas des immeubles. Ils commencent immédiatement à bombarder les CRS. À la tête de la CRS 28 venue de Montauban, le commandant Gabins. À ses côtés, en blouson de cuir, un commissaire de la police urbaine, celui par qui les ordres arrivent. C'est à lui que les animateurs du quartier s'adressent pour tenter d'éviter les heurts. Attendez, ça s'est très bien passé, de là jusqu'à Bagatelle. On revient sur la paroisse. Non, n'ayez pas peur, on est là, bon, on est quand même reconnu sur le terrain. C'est bien, ça s'est bien passé à la dernière minute, ça a commencé à tirer. Même nous, on en a pris plein de gars. On va passer le juste par là. S'ils avancent, moi je lance les grenades s'ils avancent. C'est bon, on est là, on les stoppe, il n'y a pas de problème. On va y aller les stopper. Voilà. C'est bon, il y a les gosses, monsieur Grosse, là-dedans. Vous voyez bien. Reprenez position, on a envie d'autre. Allez, reprenez position sur l'entrée qui est là-bas, nom de Dieu. Reprenez position sur l'entrée tout doucement là-bas. Là, ils font les beaux. Pourquoi? Parce que là, il n'y a personne. Attendez juste que le lycée polyvalent arrive, Bagatelle arrive, Bellefontaine arrive. Et après, là, ils pourront faire les beaux. Parce qu'eux aussi vont faire les beaux. Parce qu'ils vont arriver avec les masques aussi, va. Ça, je peux vous le dire. Hein. Regardez-les, ils restent comme ça avec leurs boucliers et leurs casques. Et ils font les beaux. Pourquoi? Parce qu'ils envoient loin d'eux. Hein? La nuit et le brouillard tombent sur le quartier du Mirail. Après 3 heures de face-à-face, sans intervention, la compagnie fait mouvement. Des groupes de jeunes sont signalés ça et là. Il y a un passant, un usager du quartier, qui a remarqué 4 ou 5 jeunes qui sont en train de sectionner des câbles sous les voitures. Ils récupèrent le liquide, l'essence dans les bouteilles pour en préparer des cocktails sans doute qui nous seront destinés dans un instant. C'est quoi ça là-bas? Allez, on continue. La guérilla urbaine. Une visibilité précaire. Difficile de ne pas se laisser prendre par l'atmosphère. Allez, on se regroupe. Allez, regroupez-vous. La jonction entre les deux sections. Malik Bouti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de SOS Racisme et auteur de La France aux Français, Chiche, dans lequel vous prenez un peu à rebrousse-poil les idées sur l'immigration. Vous disiez d'ailleurs récemment dans un quotidien, il faut mettre un terme à 20 ans d'un accord implicite qui excluait les jeunes de la société, mais leur livrer le quartier. Alors que faut-il maintenant pour rassurer et faire en sorte de ramener la paix civile dans les quartiers? Je crois déjà plus globalement par rapport à cette situation, il faut sortir des images d'Épinal. En suivant l'émission, moi j'ai été très bouleversé par les reportages qui se suivent et je crois qu'il faut faire attention à ne pas penser que les braves gens, pauvres et malheureux, votent pour le Front National et que tout le reste sont des voyous. Il y a des gens pauvres et malheureux qui ne votent pas pour l'extrême droite. Il y a des gens qui vivent dans ces quartiers qui sont en difficulté, qui sont parfois au chômage, qui sont parfois au RMI et qui essaient de s'en sortir. Et je crois que là où il y a eu une erreur, c'est qu'on a fait des ghettos, effectivement, qu'on a complètement abandonné en pensant qu'on était un pays comme les États-Unis où on pourrait vivre avec d'un côté des poches d'ultra-violence et de ghetto et de l'autre côté une société bien heureuse. Et on s'est rendu compte que finalement, cette violence s'est diffusée dans la société, qu'on est arrivé à une situation de saturation. Mais qu'est-ce qui a mal fonctionné? Est-ce que c'est la gauche qui n'a pas su adapter son discours ou qui a finalement un peu utilisé? Non, je crois que des cités pour mettre une pierre dans chaque jardin, je crois qu'il y a eu toute une erreur dans ce qu'on a appelé la politique de la ville, parce qu'on a beaucoup investi dans des bâtiments, dans du construit. Ça a été la politique de l'assistanat? Un peu d'assistanat, et surtout, il n'y a pas eu la volonté, je dirais, de recréer une mixité dans les villes, un mélange. Et d'ailleurs, beaucoup de ces opérations et beaucoup des investissements qui ont été faits avaient une seule condition, c'est surtout que les gens de ces cités ne sortent pas de ces cités. On veut bien mettre encore une cage à poules. Parce que c'était aussi une réserve électorale.
Je ne sais pas si c'était une réserve électorale, parce qu'en ce moment, on le voit bien, ça devient plutôt des réserves d'abstention. C'est dans les banlieues, en effet, qu'on a beaucoup voté Le Pen, beaucoup plus qu'ailleurs. Par ailleurs, donc je crois qu'il y a eu une vraie erreur dans l'organisation du pays. On est beaucoup à avoir tiré la sonnette d'alarme plus d'une fois. Et d'ailleurs, on est les premiers, nous, à avoir parlé de la violence. Ah oui, parce que j'allais le dire, la politique de la ville, c'est aussi SOS Racisme, quand même. Oui, ben, nous, on assume... Qui a développé ce discours déculpabilisant à l'égard des jeunes des quartiers, souvent. Non, je crois qu'il ne faut pas confondre le fait de combattre pour les droits des gens et pour l'égalité. Ça ne veut pas dire qu'on les déculpabilise. Au contraire. D'un certain point de vue, vous savez, les voyous aujourd'hui, ils n'adhèrent pas à SOS Racisme. Les voyous, ils sont même contre le discours des SOS Racisme parce que nous, on a un discours aujourd'hui pour notre pays et pour tous ceux qui veulent s'en sortir. Moi, quand je me bats contre les discriminations, contre le racisme, à qui je pense? Mais je pense à tous les jeunes qui vivent dans ces quartiers et qui ont choisi de ne pas faire le pas vers la délinquance, qui refusent la violence et qui veulent s'en sortir. C'est eux qu'il faut aider aujourd'hui parce que si on ne voit cette jeunesse qu'à travers ces petites bandes de voyous, alors évidemment, ils sont tous à payer le prix pour quelques-uns. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui de faire justement la part des choses. Je crois qu'on doit aujourd'hui tendre la main à ceux qui veulent s'en sortir et s'occuper des voyous pour des voyous. Et arrêter de mettre tous les jeunes dans le même sac parce que finalement, ce sont ces petits gangsters qui en profitent. Oui, et ils utilisent même ce discours pour se protéger, notamment de la justice. Évidemment. Donnez-nous quand même des raisons justement d'espérer et de convaincre les électeurs xénophobes que le modèle de l'intégration n'a pas dit son dernier mot. Concrètement, dans les mois qui viennent, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait changer le discours, bien entendu, on l'a compris à travers ce que vous venez de dire, mais dans les actes. Vous savez, moi je dis les choses franchement. L'électeur xénophobe, c'est-à-dire celui qui a des idées racistes en tête, je ne sais pas si je peux vraiment l'aider. Ce que je veux bien dans le reportage tout à l'heure, il y a quand même un jeune électeur qui a été retourné, entre guillemets, par l'un de ses amis pakistanais. Oui.